une chose qui me semble importante par rapport à mon parcours, c'est que j'ai grandi ailleurs. Je suis quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui était transplanté, c'est-à-dire que mes parents étaient jeunes instituteurs et tout petit, je suis parti d'Ostende, enfin de la Panne, et à 3 ans je me suis retrouvé en Afrique, dans des événements très tumultueux, etc. Et donc j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence en Afrique. Et en revenant ici, vers 15 ans, j'avais un regard un peu décalé sur tout, forcément, quand on est... Voilà. Et donc ce regard-là, immédiatement, a été capté par le fait que j'ai commencé très jeune, vers 17 ans, à faire du théâtre, au Jeune Théâtre de l'ULB, et que je me suis retrouvé aspiré dans le monde artistique sans aucun doute jamais que c'était ça qui était ma nature profonde, quoi. Après, il y a eu un parcours. Donc j'ai fait du théâtre très très intense, méthode Grotowski, etc. Puis je suis devenu, je me suis approché de la musique, je suis devenu saxophoniste freelance. Et puis après de nombreuses péripéties et aventures diverses, j'ai vécu l'arrivée de l'informatique musicale comme une sorte d'épiphanie absolument totale dans la liberté qu'elle apportait par rapport à pour être cru, au côté arbitraire des relations humaines qu'on peut avoir dans un processus artistique, musical, etc. Pour moi, l'informatique a vraiment été une libération. Quand je dis mythologie artificielle, ça ne veut pas dire qu'elle utilise des technologies, c'est pas ça vraiment le sens, la raison pour laquelle je mets artificielle. Ce que je veux dire par là, c'est que tout devient artificiel aujourd'hui, tout est artificiel. On n'est plus vierge, on n'est plus une mythologie, on se dit ben voilà, c'est quelque chose qui revient, qui vient du fond des âges, c'est quelque chose qui naît. Aujourd'hui, on est à un stade où la présence des humains sur la planète, où tout devient un travail, tout devient conscient. Parce qu'on a le bénéfice de l'imprimerie, donc la mémoire devient cumulative. On n'est plus, on apprend de manière... Et donc même le projet de créer une mythologie devient un projet. Parce que moi je peux me dire, voilà, ben, qu'est-ce que c'est qu'une mythologie ? Je peux étudier la question, je peux regarder, donc ça devient un projet. C'est pour ça que c'est artificiel. Parce que les mythologies ont toujours intégré la technologie. Quand on représente Apollon avec un arc, l'arc à l'époque c'était la technologie en 2 pointes. C'est pas un vieil arc pourri, c'est un tout bel arc. Donc, ou dans les représentations en Chine, on voit une boussole. Donc, intégrer la dernière information sur le monde dans une vision du monde, ça n'a rien. C'est comme ça que ça marche en fait. La technologie est toujours basée, mythologie, sur la meilleure information sur l'état du monde au moment où elle est produite. La technologie, c'est une langue aussi. Alors la technologie, c'est très particulier évidemment parce que en fait, ça ne fait que 50 ans à peu près qu'on utilise ce terme dans le sens de tout le matériel, enfin les choses que nous produisons qui nous entourent. Avant ça, il n'y avait même pas de conscience que ça existait. C'est-à-dire que de la même manière on se retrouve entouré de chèvres, d'animaux, de perroquets, on se dit, ben voilà, ces perroquets, ils ont toujours existé, et puis à un moment on les a créés, et puis ils étaient là, et puis à partir du moment où ils sont là. L'idée que le perroquet lui-même est un processus, quelque chose qui évolue à travers le temps, c'est quelque chose qui est inconcevable. Ça aussi, c'est totalement pas intuitif. Pourquoi ? Parce que la perception du temps, elle est limitée à ce que moi je sais, ce que mon père m'a dit, et ce que mon grand-père a dit à mon père. Au-delà, ça devient perdu dans les brumes. C'est la raison pour laquelle, par exemple,
pour donner un exemple, donc l'idée du temps profond et de la transformation lente dans le temps profond, qui est un aussi des apports les plus fondamentaux de la science, elle démonte complètement nos intuitions. Par exemple, pour un exemple, au Japon, le Fujiyama, c'est considéré comme le Japon éternel. La montagne qui est au centre de l'île, c'est l'éternité. Pourquoi ? Parce que mon père m'a dit qu'elle était là, et mon grand-père aussi, donc voilà. Or, on sait que la montagne, c'est le contraire de ça. C'est le mouvement, c'est la tectonique, c'est les plaques, c'est l'endroit même où le mouvement et le processus s'expriment. Donc c'est une illusion de se dire qu'une montagne, enfin, c'est une erreur profonde, mais sauf que voilà, on n'est pas équipé pour penser en millions d'années. Et c'est tout ça, ce sont toutes ces choses contre-intuitives, mais qui sont, une fois qu'on les englobe et qu'on se les approprie, qui donnent vraiment un sens à nos vies. Nos vies s'inscrivent dans un temps long, dans un processus long. Et donc la technologie, ici, ce qui est très très particulier, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne doute du fait que la technologie change, que le monde change, et en grande partie à cause de cette impulsion, de cette accélération technologique. Aujourd'hui, c'est plus niable, on le vit. Et donc je pense que paradoxalement, ça donne lieu à ce qu'on appelle ce que le média critique Douglas Rushkoff vient d'appeler le present shock, un choc du présent, bien sûr par analogie avec le future shock de Alvin Toffler. Il dit voilà, on est dans un court-circuitage du présent. On est interrompu par nos sollicitations, on ne parvient plus à s'inscrire dans une continuité temporelle, même dans le présent. On est tout le temps interrompu, on est submergé, on est à deux doigts de disjoncter, en fait, à cause d'une accumulation de présent. Et donc, je pense que même en tant que stratégie personnelle de survie, on doit absolument trouver le moyen de retrouver une temporalité, qu'elle soit courte ou au contraire extrêmement longue. Et je pense que de manière très paradoxale et très intéressante, les deux tout à coup se superposent de manière beaucoup plus évidente aujourd'hui. Mr. Generic, qui est donc un personnage, un personnage en image de synthèse, mais qui a conservé les lots polis, donc très peu de polygones, des grosses facettes, qui est en fait une esthétique qui date des années 90. Pour moi, ça représente le monsieur tout le monde, everyman, Jedermann, mais dans sa version work in progress. Donc l'être humain en tant que work in progress. L'être humain en tant que processus. Donc processus biologique de développement, parce qu'on n'est pas terminé, on continue à bouger. Processus, bien entendu, de développement mental, et la conjonction des deux avec, en effet, les implants, la technologie qui nous modifie progressivement de manière de plus en plus puissante. Donc, pour moi, Mr. Generic, c'est un peu, voilà, c'est nous en tant que projet, en tant que processus. Les bébés cyborgs, qu'on va voir dans l'exposition à Strépy, ça, c'est l'idée que c'est l'idée des enfants, les mind children, les enfants de l'esprit. C'est un roboticien qui s'appelle Hans Moravec qui a créé cette expression dans les années 90, qui disait, voilà, les humains, est-ce que la fonction finalement des humains n'est pas d'accoucher d'une intelligence machine? C'est peut-être ça leur fonction, notre fonction. Qui sait? On n'est pas fait biologiquement pour survivre dans l'espace. Peut-être qu'on va se modifier, on va devoir se modifier complètement pour survivre dans l'espace. Ou peut-être que tout simplement, on va envoyer des machines, mais qu'on va considérer comme nos propres enfants de l'esprit. Il n'y a qu'à voir la manière dont le public peut s'identifier avec Curiosity, par exemple, le petit rover qui est sur Mars. Les gens vibrent un peu comme si c'était Wall-E, quoi. Donc il y a une vraie identification à cette machine qui est pourtant très clunky, quoi.
une Jeep. Alors, il ne faut pas demander si c'était des humanoïdes comme le robonaute, par exemple, qu'on commence à voir en apesanteur dans la station orbitale. Donc, on peut imaginer qu'on va donner naissance à des bébés. Alors, moi, je les appelle les bébés cyborgs. Donc, je les mets en scène comme un futur possible, mais en même temps, dans leur tête, les images, parce que leurs têtes sont des écrans, on voit des traces d'humanité, il y a des animaux, il y a une succession de strates et de couches, et des masques aussi qui fusionnent et qui se succèdent, qui font entrer en résonance et en empathie avec eux. Donc c'est pas juste des freaks, quoi. C'est pas des monstres perdus au milieu du lac. C'est peut-être nos enfants. On peut peut-être se les approprier en tant que progéniture potentielle possible. Il y a les buddies aussi, ça c'est important. Les buddies, ça c'est évidemment... depuis que je suis tout petit, et ça c'est donc à l'époque où j'habitais en Afrique, au Congo, et où, grâce au fait que mes parents étaient instituteurs, on avait le droit de rentrer pour les grandes vacances en Belgique. Et ici en Belgique, je repérais dans les... Donc je parle de... J'avais 8 ans, 10 ans, je repérais des têtes, notamment dans les plaques d'égout, etc. Et puis donc, dès l'arrivée surtout des appareils photo digitaux, il y a une dizaine d'années, je commençais à collectionner, à photographier, à aller chercher les buddies, donc comme je les appelle, et qui sont... et ce qui est vraiment intéressant avec les buddies, c'est que... Bon, alors d'abord c'est mignon, évidemment, ces têtes, c'est ce qu'on appelle la pareidolie, la faculté de reconnaître ou de voir des visages humains dans les nuages, dans les écorces d'arbres, etc. Mais ici, ce sont des visages, des traits qui sont dans des objets technologiques. Donc ça a été créé par un ingénieur quelque part à un certain moment. Et alors, ce qui m'a semblé intéressant dans le contexte de mon travail, c'est de me demander, bon, c'est quoi exactement ces buddies? Si les buddies étaient une métaphore, de quoi serait-il une métaphore? Et c'est à ce moment-là que ça m'a sauté un peu aux yeux. Je me suis dit, ben en fait, le buddy, c'est le visage humain de la technologie. Ça me fait penser à un livre de Kim Stanley Robinson, qui est un auteur de science-fiction, qui avait écrit un livre qui s'appelait, je crois, si je me souviens bien, Ice Nine, où l'humanité envoie des expéditions dans la galaxie proche et ne trouve plus des ruines. On trouve des traces de civilisation, mais elles sont toutes mortes, elles sont toutes éteintes. Alors on envoie des archéologues pour aller investiguer. En même temps, il y a une énorme mélancolie, parce que forcément, c'est pas très bon signe de se rendre compte que les civilisations sont en passe d'extinction. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'archéologues pour se pencher, d'archéologues extraterrestres qui vont se pencher sur notre histoire passée. J'espère que... a priori, je préfère que ce soit dans l'autre sens, que ce soit nous qui soyons les archéologues, mais on réinterprète en permanence notre passé. C'est ça ce qui est extrêmement passionnant aujourd'hui, c'est que, par exemple, des préhistoriens, à cause des préhistoriens amateurs de science-fiction, j'en connais plusieurs, à cause justement de l'accélération technologique, dans le cadre de leurs travaux, utilisent ce qui se passe aujourd'hui, ils se disent, mais cette accélération, est-ce qu'elle n'était pas déjà en place il y a 60 000 ans? Sauf que la période de doublement était beaucoup plus lente. Mais si on prend une portion de 15 ou de 20 000 ans et qu'on la passe en accéléré, on voit exactement la même progression technologique par rapport au biface, par exemple. Et il y a par exemple les travaux d'un mathématicien français dont je ne me souviens plus du nom, mais qui a écrit un livre de paléomathématiques pour dire, voilà,
quels étaient les outils mathématiques dont nos ancêtres avaient besoin pour créer des bifaces, par exemple. Et donc, en effet, je ne dirais pas archéologie du futur, mais je trouve que ce qui se passe aujourd'hui et l'accélération nous permet de revisiter et de nous réapproprier le passé avec un regard complètement différent. Par exemple, pour donner un exemple, je suis absolument persuadé que d'ici pas longtemps, les divisions classiques de l'histoire en préhistoire, Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance et puis Révolution industrielle, que ça n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Je suis persuadé que dans pas longtemps, il va y avoir un consensus sur le fait qu'on va parler de préhistoire, de révolution agricole, révolution industrielle, et puis aujourd'hui, révolution, c'est en termes de technologie qu'on va découper l'histoire. Ça, j'en suis absolument persuadé, on va vraiment vers ça.